Alors, bonjour à tous, du coup, et bienvenue du coup dans cette webconférence sur les outils du Lean Six Sigma. Alors, je me présente, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée donc par une de nos consultantes, donc Sylvie Gallo, qui est Black Belt Lean Six Sigma. Alors, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session via le module en fait de chat que vous pouvez retrouver sur Teams, et nous prendrons à peu près 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc voilà, je vais répéter sur cette slide, mais juste pour le confort de tous, les micros de vos ordinateurs ont été coupés. En fait, on a voilà, coupé les micros de tout le monde pour faciliter les échanges. Je vois également qu'il y a des caméras allumées, donc s'il vous plaît, si vous pouvez les éteindre, ce sera plus simple parce qu'en fait, pour les personnes qui n'ont pas vraiment des bonnes connexions, en fait, après, c'est compliqué pour eux d'entendre correctement la webconférence. Donc merci pour ça. Ensuite, je vous donne juste l'information que les slides et le replay vous seront transmis d'ici quelques jours. Vous recevrez un mail avec toutes ces informations. Alors brièvement, je vais vous présenter donc la société XL Group. Alors nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble et Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Sylvie et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. On va pendant 1 heure aborder les outils du Lean Six Sigma. Je ne sais pas si vous en avez eu l'occasion. Je vous invite à lire ou relire l'excellent article de mon collègue Eric Vernis dans notre blog Parlons Lean sur les outils du Six Sigma dont nous allons parler pendant cette heure. Donc avant de parler outils, bien souvent, les gens, quand ils commencent à entendre parler de la démarche, s'intéressent aux outils et pensent qu'en appliquant les outils, on arrive à améliorer magiquement les performances de l'entreprise. Mais avant de parler outils, j'aimerais qu'on parle un petit peu du contexte d'utilisation de ces outils. Ensuite, voilà, vous avez peut-être entendu parler de Lean, de Six Sigma, de Lean Six Sigma, donc de quoi parle-t-on et à quoi ça sert tout ça de combiner ce Lean et ce Six Sigma ensemble. On verra ensuite le cœur de la webconférence, qui sont les principaux outils du DMAIC, et puis ensuite on vous laissera un petit temps sur la fin de cette heure pour répondre à vos questions. Donc, avant de parler d'outils, il faut parler d'objectifs. Les objectifs du Lean et du Six Sigma, que ce soit l'un ou l'autre, ce qu'on vise, c'est avant tout améliorer la satisfaction des clients, augmenter leur compétitivité, que ce soit des entreprises industrielles ou de services, et répondre à des objectifs stratégiques vis-à-vis d'une concurrence qui est de plus en plus présente, on va dire, et féroce. Donc, comme je viens de le dire, c'est à la fois dans les services et dans l'industrie, même si les démarches Lean et Six Sigma ont démarré d'abord dans le monde industriel, en fait, tout s'applique, quel que soit le domaine, qu'on soit dans le service, dans l'information, dans tout ce que vous voulez. Qu'on fabrique des produits ou des services, en fait, tout s'applique. Donc, avant de parler d'outils aussi, on va parler état d'esprit. Qu'on soit dans le Lean ou dans le Six Sigma, on travaille en groupe. À 2 cerveaux, on travaille toujours mieux qu'à 1, à 3, mieux qu'à 2, etc., jusqu'à atteindre une masse critique, comme je le dis en formation, où au-delà d'un certain nombre, on n'arrive plus à s'entendre ou à travailler de façon claire et précise. Donc, mais voilà, entre 2 et 10 personnes, ce sont des groupes de travail tout à fait gérables, et selon le périmètre du projet, le nombre de personnes participant au groupe va permettre justement d'avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus complète de la problématique que l'on a sous les yeux. Donc l'intelligence collective est un des points que l'on privilégie dans ces méthodes. Ensuite, le juste nécessaire. J'avais un manager au début où j'ai été dans ces démarches qui disait en excellence opérationnelle, il faut être feignant. Et ça, je l'ai bien compris. Donc, on fait ce qui est nécessaire et pas plus. On vend de la qualité à nos clients, mais on ne vend pas plus que ce qu'ils ont acheté. Sinon, on leur vend du produit de surqualité, une surqualité qu'ils n'ont pas payée. Donc, on se tire une balle dans le pied, on aurait pu vendre quelque chose avec un service supplémentaire ou une fonction supplémentaire. Donc, le juste nécessaire, on fait ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif, mais on va
on va pas se perdre, se disperser pour atteindre plus que ce qui a été demandé. La remise en cause permanente, parce que des fonctions ou des organisations qui ont fonctionné très bien il y a 10 ans peuvent ne plus correspondre aux besoins aujourd'hui. Et donc, il faut avoir, je dirais, le courage ou la simplicité de reconnaître que ce qui a été bon à un moment donné ne l'est plus aujourd'hui. Donc, accepter, notamment au niveau des standards, des modes opératoires, de se dire que quelque chose était bien à un moment donné, mais n'est plus compris ou mal appliqué ou ne correspond plus au principe du jour et donc demande d'être revu. Il y a aussi la demande du client qui n'est pas constante dans le temps, donc à un moment donné, on a répondu à la demande du client, mais je ne sais pas si vous achetez aujourd'hui vos voitures sur les mêmes critères qu'il y a 10 ou 20 ans, ou les mêmes critères qu'utilisaient vos parents ou vos grands-parents, mais voilà, le besoin client évolue et il évolue de plus en plus vite, donc il faut accepter de remettre des pratiques en cause parce qu'elles ne collent plus à ce que le client attend. Avant les outils aussi, un état d'esprit, c'est-à-dire que le Lean et le Six Sigma ont pour but de prendre en compte 4 voies. La voie du client, qu'est-ce que le client me demande, quel est l'indicateur ou quels sont les indicateurs auxquels il me demande de prêter attention, le cahier des charges ou la réglementation. Hein. Comprendre la voie du business, qu'est-ce que sera mon produit dans 2 jours, dans 1 mois, dans 2 ans. La voie de la concurrence aussi, qui fait partie de cette voie du business. Hein, que font les autres? Est-ce qu'ils ont des services qui sont plus rapides que chez nous? Est-ce qu'ils ont voilà, des fonctionnalités différentes de nos produits? Connaître la voie du process. Donc, qu'est-ce que, je rappelle ce qu'un processus, c'est une succession d'étapes qui se répètent, hein, et dans le but de transformer un produit initial en produit final ou en service final attendu par le client. Donc, connaître la voie du process qu'on sait faire aujourd'hui, et puis aussi entendre la voix de l'employé, hein, savoir, on lui a donné des directives, est-ce qu'il est en mesure de les appliquer, quels sont les freins qu'il rencontre pour produire un service ou un objet correspondant aux attentes du client. Donc, comme l'illustre l'image à côté, le Lean et l'excellence opérationnelle ne sont pas des opérations de cost killing. Le coût est quelque chose que l'on détermine à la fin, hein, à la fin des projets. Ce sont des conséquences de ce que l'on a amélioré en amont. En amont, on va chercher à améliorer la sécurité des employés, la sûreté des produits. Si les employés travaillent en sérénité et en sécurité, ils vont être plus attentifs à la qualité de ce qu'ils sont en train de faire. Si la qualité est améliorée, alors les délais seront réduits, et si la sécurité, la qualité et les délais sont améliorés, eh bien là, les coûts seront au rendez-vous. Mais ce n'est pas de mettre les coûts en premier qui vont permettre de gagner en compétitivité. Voilà pour ce qui est de l'état d'esprit autour du Lean et du Six Sigma. Alors on va maintenant voir les différents outils, enfin les différentes méthodes plutôt. Donc on a le Lean. Le Lean, schématiquement, c'est une méthode qui a pour objectif d'accélérer les flux. On est payé qu'à 30 ou 60 jours fin de mois, hein, après la livraison. Donc plus vite on livre notre client, et mieux ça vaut, et mieux c'est pour la trésorerie de notre entreprise. Moins on a de stock immobilisé dans notre entreprise, et moins cela nous coûte en termes de matière achetée. D'accord ? Donc le Lean a pour objectif de livrer vite le client, et schématiquement, on accentue beaucoup plus sur la vitesse de réalisation des étapes. Donc c'est la rivière qui coule que rien n'arrête. Et bien sûr, livrer vite c'est bien, mais il y a une partie, le deuxième pilier qui est à droite de la diapositive, qui est la conformité. On livre vite et bien. D'accord ? Donc, une fois qu'on a ces 2 piliers, on peut à ce moment-là monter le toit de la maison Toyota et parler d'éthique, de vision à 3 ou 5 ans, voilà, et de plan stratégique de l'entreprise. Donc, on vise avec le Lean surtout à améliorer la fluidité, l'agilité dans l'organisation, hein, et à faire en sorte que ce soit les acteurs terrain qui soient au centre de la performance de l'entreprise. On rend les gens acteurs de la performance de l'entreprise et non pas seulement suiveurs. Hein.
Donc on les implique dans les démarches d'amélioration et ce sont leurs propositions qui donnent matière au projet d'amélioration. Dans le Six Sigma, le Six Sigma est beaucoup plus centré sur l'amélioration de la qualité de nos processus. Donc on a un centrage sur la variation, hein, on voit ici une courbe de Gauss, pour ceux à qui cette représentation est familière, hein, la distribution des données quand on fait une mesure prend très souvent cette allure de courbe en cloche régulière, et donc la variation, c'est l'espace qu'il y a entre le trait du milieu, la moyenne, hein, la valeur la plus fréquente, et puis la largeur de cette courbe. Hein. Donc la distance qu'on a entre le point central et puis la largeur, le point extrême de la courbe, à mi-hauteur. Donc c'est ce qu'on appelle la variation, hein, ou l'écart type. Et donc le 6 sigma a pour but de réduire, hein, j'imagine toujours deux bonhommes de part et d'autre de la courbe de Gauss, dont les efforts vont contribuer à réduire l'étalement de cette courbe, et donc à pouvoir rentrer, hein, plutôt que d'avoir une courbe étalée de part et d'autre de ces limites de tolérance inférieures et supérieures qu'on voit sur le schéma, faire rentrer notre courbe de Gauss très à l'intérieur, bien à l'intérieur de nos limites de tolérance. Donc on se centre sur les variations, ça a pour conséquence de réduire les non-conformités et d'améliorer la rentabilité, la rentabilité financière, puisque moins on produit de déchets et moins ça coûte cher à l'entreprise. Donc comme le Lean, le but est de satisfaire le client, que ce soit le client interne ou le client externe, on vise le zéro défaut, c'est une vue de l'esprit, hein, on reviendra dessus en formation. Donc on cherche à réduire la quantité de défauts dans un processus et on cherche surtout à garantir une performance donnée sur le long terme. C'est-à-dire que les améliorations qu'on va apporter, on s'assure qu'on a les moyens de maintenir cette performance plusieurs mois, plusieurs années d'affilée. Et donc, de tout ça, pourquoi faire l'un et pourquoi faire l'autre? Bien souvent, le Lean et le Six Sigma ont été mis en opposition, surtout dans les années 80-90. Et puis, depuis le début des années 2000, on voit que certaines personnes ont réfléchi et se sont dit finalement, réduire les gaspillages, c'est bien, réduire les variations, c'est bien aussi, pourquoi ne pas faire les deux ensemble? D'où maintenant des thématiques que l'on voit de plus en plus présentes, qui sont des thèmes autour du Lean Six Sigma. Donc on fait les deux, et chez XL, on a des formations Lean, mais aussi des formations Lean Six Sigma. Donc on s'appuie sur certains outils du Lean pour aller un peu plus loin dans l'amélioration qualité de nos processus. Donc, pourquoi ce Lean Six Sigma? Pourquoi pas d'autres méthodes? En fait, ce Lean Six Sigma va nous permettre de mesurer la performance dans nos processus. On a, vous voyez ici, l'échelle en nombre de sigma, en nombre d'écart types, hein, et plus on va avoir cette performance qui augmente, et moins on va avoir de défauts. On représente souvent un arbre, alors en général, comme ce sont des méthodes inspirées du Japon et des US, pour le côté japonais, on représente des pommiers. Ici, à Grenoble, comme XL est basé sur la région grenobloise, on représente un noyer. Et donc la logique de toute entreprise va être d'abord de répondre aux problématiques à portée de main. Donc en général, ce sont les problèmes les plus fréquents, l'organisation, trouver des fournisseurs fiables qui délivrent à temps. Avoir une organisation avec des rôles et responsabilités bien définis, voilà, un fonctionnement défini, des clients bien sûr, voilà, on règle d'abord les gros problèmes qui sont à portée de main. Et puis petit à petit, pour gagner en performance, on va avoir besoin d'outils supplémentaires, on va avoir besoin d'un escabeau, on va avoir besoin d'une échelle, on va avoir besoin d'une nacelle, et on va aller chercher les fruits les plus savoureux, qui ont le plus vu le soleil, qui sont tout en haut de l'arbre. Et pour ça, on va avoir recours à des outils différents. Donc d'abord un grand bon sens, hein, quelle que soit la démarche utilisée. Pas besoin d'avoir fait des formations Lean ou Six Sigma pour savoir que voilà, il faut définir des fonctions, il faut avoir des spécialistes dans certaines fonctions, et il faut commencer à apprendre à travailler ensemble et à résoudre des problèmes ensemble, entre structures. Ensuite, on va améliorer les processus en supprimant les dysfonctionnements et les erreurs, et là on va voir les outils du Lean qui vont arriver. Hein, rechercher les gaspillages, rendre le flux plus clair et plus fluide, le processus plus clair et plus fluide. Et donc, voilà, on va arriver déjà à des performances assez intéressantes pour l'entreprise. Et en général, avec ces démarches-là, on arrive
grosso modo, à respecter les spécifications que le client attend de nous. Sauf que statistiquement, on démontre que ces performances sont quand même de l'ordre, sur le long terme, de 6 à 7% de défauts réalisés. Donc, quand on est dans une démarche d'amélioration continue, on ne se satisfait pas de ce taux de non-conformité, et donc on cherche à aller plus loin. Et c'est là que la méthode Six Sigma arrive, avec des outils statistiques pour pouvoir analyser finement les variations et comprendre quels sont les facteurs qui font varier notre processus, notre courbe de Gauss, qui va aller dans un sens ou dans l'autre. Quels sont ces facteurs qui font bouger cette distribution, et comment est-ce qu'on peut agir dessus. Et donc, on a une méthode Six Sigma DMAIC qui s'applique aux processus existants et qui peut permettre d'atteindre des performances très élevées. Mais on a aussi du Six Sigma qu'on appelle Design for Six Sigma ou méthode DMA-DV, donc pour les processus marketing et les processus R&D, quand on part de la page blanche, par exemple, et qu'on cherche à développer de nouveaux produits ou à faire évoluer un produit existant. Donc voilà la succession du Lean, du Six Sigma, et pourquoi est-ce qu'on essaye de faire un petit peu les deux, et l'un ne va pas sans l'autre, et donc il faut trouver une harmonie, un équilibre dans les entreprises pour adresser les bons outils en fonction des problématiques que l'on rencontre. Si je zoome un petit peu sur ce DMA-DV dont je viens de vous parler, donc le Six Sigma, Design for Six Sigma appliqué au marketing et au développement, à la R&D, on a des phases qui sont DMA, comme pour le Six Sigma des processus déjà existants, définir, mesurer, analyser, mais avec des outils qui sont un petit peu différents de ceux qu'on utilise dans les processus de routine, qui vont servir à comprendre le produit, comprendre ce que le client attend de ces produits, quel est le marché, quels sont les retours économiques que l'on peut espérer des développements. On va mesurer, quantifier le besoin client, et ensuite on va essayer de l'analyser et de définir des fonctionnalités du produit ou du service. Puis on va avoir deux étapes qui ne vont pas être l'innovation et le contrôle, ça va être le design. Donc on va innover certes, mais on va designer, on va avoir recours à des méthodes de créativité pour développer nos produits ou nos services, et on va ensuite valider ce modèle que l'on vient de définir. Donc ça, c'est la démarche DMADV qui n'est pas la démarche que je vais vous décrire sur le reste de cette webconférence. Nous allons nous intéresser à la démarche DMAIC, donc définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Pour faire un projet Lean Six Sigma, il y a trois conditions. En fait, il faut un processus existant. Pour faire un projet DMAIC, il faut un processus existant, sinon, comme je viens de le dire, on est dans de l'innovation et donc on va avoir recours à la méthode DMADV. Il faut un problème récurrent, c'est-à-dire c'est pas le dernier caillou qu'on a dans la chaussure, c'est quelque chose que l'on a déjà essayé par notre grand bon sens de résoudre. On n'y est pas arrivé, donc on a une espèce de serpent de mer là qui vient, qui part, qui revient. Donc problème récurrent. Et puis ensuite, une condition aussi, c'est qu'on n'a pas de solution identifiée. C'est pas mettre en place une caméra à tel endroit, c'est pas mettre en place tel outil informatique, c'est pas voilà, on ne sait pas quelle est la solution à mettre en place. Donc, ce sont trois bonnes conditions qui font que les trois réunis vont nous conduire à un projet DMAIC plutôt qu'à une autre méthode de résolution de problèmes. Donc ces 5 étapes, c'est définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Et dans chacune de ces étapes, il y a des attendus. On a d'abord la première étape, qui est l'étape de définition, sur laquelle je reviendrai après, qui va nous permettre de comprendre le problème, comprendre les attentes du client et s'entendre avec le sponsor, qui est une figure importante de la démarche excellence opérationnelle, qui nous a donné le projet ou qui a un intérêt important à ce que le projet aboutisse. Donc ce sponsor qui doit être là pour soutenir l'équipe en termes de ressources financières et ou humaines. Et donc la phase de définition va servir à comprendre le besoin du sponsor aussi et à s'entendre avec lui sur quels sont les objectifs du projet. Donc on va définir avec une équipe qu'on va constituer, on va caractériser une situation pratique.
À la fin de cette étape définir, on peut tout à fait décider d'arrêter le projet. On a une étape go, no go, un jalon, qui va nous permettre de dire je continue ou je ne continue pas le projet. Si c'est pas stratégique, si il y a d'autres indicateurs que celui que l'on veut traiter qui sont beaucoup plus en danger que celui que l'on a envisagé au début du projet, ben on va pas engager les ressources d'une équipe sur quelque chose qui ne va pas rapporter beaucoup ou qui est globalement satisfaisant, enfin qui n'est pas critique peut-être par rapport à d'autres indicateurs. Donc on peut décider d'arrêter un projet à cette étape-là et c'est des fois des négociations avec le sponsor qui sont assez intéressante, on va dire. Voilà, donc en tout cas, on valide la faisabilité du projet à cette étape-là. Ensuite, on a l'étape mesurée dans laquelle on va quantifier le problème. Donc on va passer d'une situation pratique à une description statistique. Donc ne partez pas en courant, les statistiques, ça peut parfois bien se passer. Donc on va avoir recours à certains outils dont vous en connaissez peut-être certains déjà, comme le Pareto ou d'autres outils, ou la normalité des données. Enfin voilà, on va chercher à caractériser notre processus et à mettre du chiffre. Si déjà dans la charte qu'on a faite dans la phase de définition, on n'a pas suffisamment de données chiffrées, on ne va pas pouvoir s'améliorer. Donc la première étape est de quantifier l'étendue du problème. C'est pour ça qu'on parle de situation statistique, c'est qu'on va dire quel est notre taux de non-conformité. Vous vous souvenez de l'arbre que je viens de vous montrer, à quelle hauteur de l'arbre on se situe, quelle est ma situation de départ, ma photo de départ, mon film de départ, quelle est l'évolution dans le temps, est-ce que j'ai un problème qui est arrivé petit à petit, ou est-ce que ça a été d'un coup, ou voilà, est-ce que j'ai des sauts, ça apparaît, ça disparaît. Voilà, on va regarder ce qui se passe, on va observer le processus. À cette deuxième étape, on a à nouveau un go-no-go qui est présent. Parce que bah, dans cette étape, on va vérifier le moyen de mesure, et si on se rend compte qu'en fait le problème venait simplement d'un outil de mesure qui n'était pas adapté, bah, on va corriger l'outil et on va se rendre compte que la performance du processus est acceptable, et donc bah, il n'y a plus de projet, on passe à autre chose. Ou alors, on se rend compte que le taux de non-conformité n'est pas aussi dramatique que ce qu'on avait pu croire, et donc, ben, le niveau est acceptable. On dit que c'est pas la peine d'engager une équipe à dépenser de l'énergie là où il n'y en a pas besoin, si le client est déjà satisfait de ce qu'il reçoit. Donc, c'est la dernière étape sur laquelle on va avoir un go-no-go d'arrêt de projet. Ensuite, on va passer aux autres étapes à laquelle, à chaque fois, on aura des revues de fin de phase, mais ces revues de fin de phase seront des autorisations de passage à la phase suivante. Donc la phase analysée, où on va vraiment chercher cette fois des solutions statistiques, quels sont les facteurs réellement influents sur le processus, et une fois qu'on aura déterminé ces facteurs influents, chercher des solutions. Et vous voyez que dans notre culture, hein, dans notre éducation, quand on a un problème et que pour se montrer performant, on doit tout de suite donner une réponse, vous vous rendez compte que par cette méthode, eh ben, c'est qu'à la quatrième étape de la méthode que l'on va commencer à réfléchir à des solutions que l'on va mettre en place. Donc le sponsor peut être parfois un peu impatient s'il n'est pas formé à la méthode, et ça serait bien que le sponsor soit formé à la méthode, pas forcément aux outils, mais à toute l'organisation et à toute la mentalité. Là, on parle parfois de philosophie, mais voilà, tout ce qui est derrière le Six Sigma, pour comprendre, pour ne pas pousser l'équipe à aller plus vite que le mouvement. Les solutions, si on va trop vite, on va aller sur des solutions qui vont être, je dirais, le sommet de l'iceberg, hein, mais on ne va pas traiter les causes racines, donc le bas de l'iceberg. Et donc, c'est comme ça que les problèmes reviennent, partent et reviennent, et qu'on voit réapparaître des soucis au bout d'un certain temps. Donc, dans la phase innovée, on va chercher des solutions pratiques. Une fois qu'on a ces solutions pratiques, revue de fin de phase, on passe en phase contrôlée, où là, on va garantir que les solutions que l'on a apportées sont pérennes, c'est-à-dire que toute solution débouche sur la création ou la modification d'un mode opératoire, d'un standard, d'une procédure, et sur la base de ce document ou de ces documents, on va former les équipes à ces nouveautés, à ces innovations. Donc, on va établir un plan de formation, on va de nouveau mesurer notre processus, de nouveau calculer une performance et la comparer à celle qu'on avait dans la phase de mesure. Et c'est en démontrant l'écart, l'amélioration de cet indicateur qu'on va démontrer la pertinence et l'efficacité qu'aura eu la méthode.
Voilà en gros cette étape contrôlée, sans oublier bien sûr la clôture officielle du projet et la remise des clés de la maison au propriétaire, hein, donc le sponsor ou le propriétaire du processus, si ce sont deux personnes différentes, ont les éléments, savent sur quoi agir le jour où leur indicateur va de nouveau leur poser problème. Donc ils sauront quels sont les paramètres, les facteurs X qu'il va falloir vérifier en premier. Et donc ça, c'est la stabilité des résultats. Maintenant, parlons enfin des outils, puisque c'est ce qui vous amène à cette web conférence. Donc d'abord, dans la phase de définition, on va définir le projet, hein, regardez de quoi on parle, QQOQCCP. Alors le C est entre parenthèses, si on n'a pas de mesure, ben, c'est ce qu'on ira faire dans la phase d'après. Si on n'a pas de quantification, on va mettre quelque chose d'assez global, d'assez flou, et on ira le repréciser en phase de mesure. Donc on va ouvrir une charte projet, donc les différentes couleurs sont sur les outils à disposition des différents niveaux Yellow, Green et Black Belt des méthodes Lean Six Sigma. Donc ce qui est en Yellow est applicable par tout le monde, et ce qui est en vert est applicable par les Green et Black Belt, et ce qui est en noir est utilisable à partir des niveaux Black Belt. Donc d'abord, on va quantifier le projet, on va regarder de quoi on parle, quel est l'indicateur, quels sont les rôles et responsabilités dans l'équipe que l'on va composer, l'analyse des parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui gravitent autour du projet, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs ressentis, leurs observations sur le projet que l'on va lancer. On va ensuite délimiter le processus à l'aide d'une cartographie qui s'appelle le CIPOC. On peut aussi utiliser un Pareto. Par exemple, quand on a des problèmes qualité, on ne va pas gérer la totalité des problèmes qualité dans l'entreprise. On va faire un Pareto pour voir quels sont les 20% de problèmes qualité qui provoquent 80% des non-satisfactions. Une fois que l'on a fait ça, on va identifier les exigences clients. C'est une des premières choses à faire, vérifier ce qu'attend le client. Est-ce qu'il attend vraiment l'indicateur? Quel niveau il en attend? Donc on retrouve les notions des 4 voies dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en niveau Black Belt, des enquêtes terrain, du benchmarking, des diagrammes de canaux, pour comprendre véritablement quel est comprendre l'attente du client. De là, donc de toutes ces étapes-là, on va définir des indicateurs qui sont ce que l'on appelle des CTQ en anglais, Critical to Quality, ou des CPQ en français, caractéristiques critiques pour la qualité, que tout simplement chez XL, on va appeler des Y. Donc dans un projet, on va choisir un ou 3 Y maximum, 3 indicateurs maximum, que l'on va chercher à améliorer tout au long de la démarche. On va ensuite essayer d'identifier les facteurs supposés influents par différentes cartographies. Donc là, on va faire travailler le groupe de travail, le groupe de Lean Six Sigma, pour comprendre le processus et voir où se positionnent les irritants et les dysfonctionnements. On va ensuite lancer des sessions de brainstorming que l'on va classer. On va classer les idées par l'outil 5e ou 6e. Chez XL, on rajoute un axe qui sort de l'axe méthode, qui est le moyen de mesure. Hein. Donc on va chercher un maximum d'idées qui pourraient être à l'origine de la variation de notre indicateur. Et puis, on va retranscrire ça dans un outil qu'on appelle le logigramme détaillé, qui va décrire les étapes et sous-étapes du processus, et pour chacune de ces sous-étapes, qui en est acteur, quels sont les facteurs supposés influents de cette étape, et quel en est son niveau actuel. Ensuite, si on a beaucoup de facteurs X identifiés dans l'étape précédente, on va prioriser ces facteurs X supposés influents, et pour ça, on a 2 outils, l'outil de matrice de priorisation des X, et l'AMDEC, qui est beaucoup utilisé dans l'automobile, l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, qui est un outil qui peut être assez lourd, donc en niveau Yellow Belt, on préfère la matrice de priorisation des X. De ça, on va sortir une liste de facteurs X supposés influents, un peu réduite, entre 10 et 20 facteurs, on va dire, que l'on va prendre en considération en premier dans notre projet, et sans jeter le reste, hein, qui aura été mis de côté, vers lequel on reviendra si toutefois on est passé à côté de facteurs influents et qu'on a besoin d'en chercher d'autres pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé.
Ensuite, une fois qu'on a cette liste de X supposés influents, on va évaluer les risques du projet, hein, de tout faire la synthèse de cette étape. Quels sont les risques de mon projet? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui arrive dans 3 mois, donc il faut que j'ai fini mon projet d'ici 3 mois. L'indicateur implique tel service, donc est-ce que j'ai pensé à impliquer tel service dans mon projet, dans le groupe de travail? Voilà, donc faire une analyse de risque et établir le plan de communication. Faire un projet, c'est bien, communiquer autour, c'est mieux. Et puis bien sûr, comme chaque étape du DMAIC, faire terminer la phase par une revue de fin de phase avec le sponsor à minima, champion si vous en avez dans l'organisation, c'est-à-dire une personne responsable de la démarche, hein, qui suit les projets dans leur ensemble. Et donc on va signer, clôturer la charte projet et la signer, et puis répondre aux différentes questions du sponsor et s'assurer que à la fois le sponsor et le groupe de travail sont au même niveau de connaissance et sont OK pour le lancement du projet dans l'état qui a été défini. Donc ce fameux jalon go, no go, on continue le projet si les indicateurs déterminés dans cette phase-là semblent viables, semblent intéressants. On va ensuite passer dans la phase mesurée. Dans cette phase mesurée, on va rentrer dans cette phase avec ce qu'on a ressorti de la phase de définition, à savoir nos Y à améliorer et nos XI supposés influents. Donc de là, on va déjà regarder quelles sont les informations dont on dispose. Donc, quel est mon système d'information? D'où vient l'indicateur que l'on me demande d'améliorer? Est-ce que c'est un indicateur voilà, qui sort d'un instrument de mesure? Est-ce que ça sort d'un système d'information? Comment tout ça se passe? Qui me communique l'information? On va préparer la collecte de données, c'est-à-dire de quels facteurs est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai des données historiques qui sont là? Quels sont les facteurs Y et X dont j'ai besoin? Sans oublier aussi des facteurs que l'on appelle des facteurs d'environnement, par exemple des numéros de lot, des numéros de commande, des jours de la semaine, des noms d'opérateurs ou d'intervenants. Donc quelles sont les données dont je dispose. Donc on retrouve encore un outil très souvent utilisé qui est le QQO-QCCP qu'on avait déjà dans la première étape, mais là cette fois pour s'assurer qu'on n'oublie pas un facteur X à collecter ou un facteur Y ou un facteur d'environnement à collecter si on a besoin enfin, pour nos analyses à venir. Donc protocole de mesure, de quoi j'ai besoin et est-ce que je les ai de façon historique ou est-ce que j'ai besoin de recollecter des données nouvelles? Avant d'aller collecter des données, on va valider le système de mesure. C'est la première étape à réaliser. L'information que j'ai, est-ce qu'elle est fiable? Donc en niveau Yellow Belt, on va aller voir un service métrologie, par exemple, leur demander, voilà mon instrument de mesure, est-ce qu'il est validé dans la plage de mesure qui m'est demandée par le client, oui ou non? Non, ça a été validé, je pense notamment aux balances, sur certaines plages de mesure. Moi, j'ai un indicateur, une pesée qui est un peu plus faible que ce qui a été validé. Bah, il faut demander à la métrologie de bien vouloir nous revalider l'équipement sur la plage de mesure qui intéresse notre client. Ensuite, pour un niveau Greenbelt, on va parler de MSA en anglais, le Measurement System Analysis, en français, l'analyse du système de mesure, étude R&R, répétabilité et reproductibilité pour les Greenbelt, pour les données continues, et analyse de concordance avec calcul d'indicateurs kappa pour les données de type discret. Donc les données continues, ce sont des données qui sortent d'un instrument de mesure, hein, des poids, des longueurs, des forces, voilà, ce genre de choses, et des nombres de jours aussi. Hein. Et la concordance, les données discrètes, pardon, ce sont des données qui sont l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire du dénombrement, on va compter combien on a d'objets, de services, d'informations qui correspondent à un certain critère. Donc c'est absent, présent, oui, non, il y a pas, blanc, rouge, noir, vert, région, enfin voilà, des noms en général de défauts, ou un indice de satisfaction de 1 à 10 par exemple, c'est une donnée discrète. Donc on va qualifier notre moyen de mesure, et pour ça on aura recours à des tests statistiques, et donc on va avoir un système de mesure vérifié. Ça y est, déjà,
je sais si mon système est apte ou pas. Donc si mon système est apte, ça veut dire que les données historiques que j'ai, je vais pouvoir les utiliser. Par contre, si mon système n'est pas apte, ben, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je l'améliore, soit en formant les gens ou en modifiant certaines pratiques qui sont peu claires, donc à nouveau un standard à modifier, soit en recherchant d'autres systèmes de mesure plus adaptés à ce que je dois traiter. Et donc là, ça veut dire que si je dois redévelopper un instrument, mes données historiques ne seront pas interprétables, utilisables, et donc il va falloir que j'aille dans de la collecte de données. Hein. Et donc là, bah, il va falloir établir un formulaire, expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux, et puis bah, collecter ces données. À partir des données collectées, on va compléter les cartographies qu'on a pu faire en phase de définition. Donc on va mettre du chiffre sur nos cartographies, analyse de déroulement, value stream mapping, donc qui est la cartographie complète du processus, les stocks, à quel niveau sont-ils, voilà. Et puis tout autre diagramme, on va mettre du chiffre dessus, on va quantifier, on va regarder les jours, on va regarder voilà, des taux de non-conformité à chacune des étapes, et on va venir compléter les cartographies qu'on a faites auparavant. Ensuite, avec ces données, donc on va décrire l'allure de nos données, et c'est là que les statistiques, on en avait déjà pour la qualification du moyen de mesure, mais c'est là qu'on va utiliser les statistiques qu'on appelle les statistiques descriptives. Donc on va décrire notre processus, on va faire ce qu'on appelle la photo et le film. Donc la photo, on va résumer les données à l'aide d'histogrammes, de Pareto, de diagrammes à points, voilà, différents outils qui vont nous permettre de représenter l'allure de nos données. Est-ce qu'on a une jolie courbe en cloche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou est-ce qu'on a quelque chose en dos de chameau? Est-ce que on a quelque chose qui traîne d'un côté ou de l'autre? Voilà, quelle est l'allure de mes données? Comment est-ce qu'elles se résument? Et déjà, qu'est-ce que je pourrais essayer de trouver? Si j'ai deux pics qui apparaissent, hein, si j'ai deux bosses sur mon histogramme, est-ce que dans mon processus, je pourrais identifier deux quelque chose, deux opérateurs qui me font la mesure? Si je fais un histogramme par opérateur, est-ce que j'obtiens la jolie courbe en cloche? Auquel cas, ben, ces deux pics sont liés à mes opérateurs, et donc ça veut dire que si j'avais exclu mes opérateurs de ma liste de facteurs potentiellement influents, ben, il serait de bon ton de les remettre dans ma liste. D'accord? Donc par ces photos que l'on va faire de notre processus et film, je vais vous en dire deux mots après, on va essayer de compléter notre liste des XI supposés influents, voir qu'on n'a rien oublié avant de passer à la phase analyse. Le film, bah, c'est une évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'on va, on va regarder les données triées par ordre chronologique, et on va regarder comment est-ce que notre indicateur a évolué dans le temps. Est-ce que c'est relativement stable? Est-ce qu'on voit une montée ou une baisse? Est-ce qu'on voit des à-coups, des plateaux? Voilà. Quelle est l'allure dans le temps de nos données? Et en fonction de cette photo et de ce film, on va essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe sur notre processus. On va faire des analyses graphiques et on va voir, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on doit compléter notre liste des XI supposés influents ou pas. Mais ce sont toujours des suppositions. On va évaluer la capacité du processus, la hauteur que l'on a dans l'arbre, quel est mon niveau sigma, calculer peut-être des indicateurs CP, CPK, que vous verrez en formation. Et donc, voilà, pour ça, il y a des outils qui dépendent de la loi de distribution, de l'allure de mes données. Et en fonction de cette loi de distribution, on va donner une position dans l'arbre, quelle est la marge de progrès, la marge que j'ai de progrès à faire hein, pour que mon projet satisfasse le client. Et donc là, on a un niveau actuel, un niveau sigma et un taux de non-conformité qui va être la base de départ, la base de référence de mon projet. C'est celle à laquelle je viendrai me comparer à la fin pour voir quel est le progrès réalisé. Je vais bien sûr avoir une revue de fin de phase avec le sponsor. Le groupe de travail va rencontrer le sponsor, lui présenter tout ce que l'on a appris de cette situation, cette description pratique et statistique de mon processus. Peut-être revoir la charte si on a besoin de préciser des indicateurs, et peut-être revoir le plan de communication si on a appris que certains secteurs étaient aussi impactés par ce sur quoi on va travailler. Et là, de nouveau, go no go du projet. Est-ce que j'avais un système de mesure qui n'était pas apte? Je l'ai rendu apte. Je me rends compte que dans la collecte des données, il n'y a pas
c'est pas la mort du petit cheval, tout va bien, le taux de non-conformité a l'air de satisfaire les demandes clients, donc juste nécessaire, ben, on ne lance pas un projet pour améliorer quelque chose qui satisfait déjà le client, on passe sur des indicateurs plus critiques. Ou alors, ben, en faisant la capacité de mon processus, ben, on se rend compte qu'en fait, on a réagi au dernier caillou dans la chaussure. Oui, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose, mais en fait, ça a été un épiphénomène, on a compris la cause, et voilà, les cartes de contrôle nous ont permis de voir, quand on a fait le film, hein, les cartes de contrôle nous ont permis de voir que c'était quelque chose de tout à fait soudain, et on en a compris la cause, et on a corrigé ce qui s'est passé, et il n'y a pas besoin d'engager un groupe de travail pour ne rien découvrir au final. Donc ce go-no-go, hein, qui est le dernier qu'on aura dans le projet, et qui nous permet de passer à la phase suivante, la phase analyse. On rentre dans cette phase analyse avec les analyses graphiques que l'on a pu faire dans la phase précédente, des parétos, des histogrammes, des boîtes à moustaches, des nuages de points, voilà, plein d'outils que l'on verra en formation. Des cartes barres pour les données discrètes, des camemberts, ce que vous voulez, voilà, des choses que vous connaissez peut-être déjà. Donc des analyses graphiques qui nous ont fait dire, oui, il se passe quelque chose, maintenant savoir quel est le facteur, parmi les facteurs supposés influents que j'ai identifiés dans les phases précédentes, à dire d'experts, hein, ben, je vais utiliser des statistiques avec un chemin bien particulier en fonction de la typologie des données que j'ai. Je vais utiliser différents outils selon mon niveau de formation, et avoir bien sûr avec les niveaux Black Belt des niveaux d'analyse beaucoup plus fins que ce que je pourrais avoir avec les niveaux Yellow Belt, mais on voit déjà qu'avec des niveaux Yellow Belt, on a des choses intéressantes qui peuvent être analysées. Et de ces outils-là, on va essayer de modéliser le processus, c'est-à-dire de comprendre la relation entre notre donnée Y, notre indicateur, et certains facteurs X. C'est la fameuse relation Y égale F de X que vous remarquez dans les résultats de recherche que vous pouvez lancer sur les moteurs. On trouve la phase analysée, c'est Y égale F de X plus epsilon. Donc epsilon, c'est l'erreur mathématique, hein, tous mes points ne sont pas précisément sur la droite, hein, d'équation, donc il y a des petits écarts. Donc on va essayer, avec des outils, de modéliser cette relation et de comprendre quelle est, voilà, si je règle mes X à tel et tel niveau, quelle va être la conséquence sur la réponse Y. Et donc je vais avoir des XI avérés influents, pardon. J'aurais prouvé statistiquement que ces X sont réellement influents. Et il y en a que j'aurais écartés, j'aurais prouvé statistiquement qu'ils ne sont pas influents. Je pensais que l'opérateur avait une influence sur la réponse. Ben non, je ne peux pas affirmer ça. Donc c'est d'autres facteurs qui sont plus importants que l'opérateur. Et donc la statistique vont nous aider, hein, on est à la croisée d'un chemin, est-ce que le facteur est influent ou il ne l'est pas? Ben, les statistiques vont nous aider à dire ben, je prends à droite ou je vais tout droit. Donc à prendre une hypothèse ou l'autre, et donc à faire le tri entre nos facteurs X supposés influents, et ne retenir que ceux qui sont réellement influents. Et là, les statisticiens s'amusent à vous dire, mais attention, corrélation n'est pas causalité. C'est-à-dire que là, on a mis en évidence que voilà, le jour de la semaine avait une influence sur ma réponse Y. Ben, moi je dis, pas de problème, appelons tous les jours dimanche et il n'y aura plus de soucis. Donc en fait, ce n'est pas le jour de la semaine qui pose problème, c'est l'organisation certains jours qui fait que on va avoir une perturbation de notre indicateur. Donc on va devoir rechercher les causes racines. Derrière ce jour de la semaine, qu'est-ce qui se cache? Et donc cette recherche de causes racines, on aura de nouveau recours au brainstorming ou à un outil très connu des enfants de 3 à 5 ans, le 5 pourquoi, que l'on nous apprend à ne plus utiliser, et malheureusement, je dis malheureusement, parce que c'est un excellent outil de résolution de problèmes. Donc il faut réapprendre à poser pourquoi, et quand on arrive à énerver la personne qu'on a en face, c'est qu'on est arrivé à la cause racine. Plus prosaïquement en entreprise, cette succession de questions pourquoi, alors 3, 4, 5, 10 pourquoi, on pose cette question pourquoi, de façon à arriver au système.
le jour de la semaine, ce n'est pas la cause racine. Pourquoi est-ce que le jour de la semaine est influent? Parce que on a plus de commandes ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'on a plus de commandes ce jour-là? Parce que la veille est occupée à faire d'autres activités. Pourquoi est-ce que la veille, etc. Et donc, en posant plusieurs fois le pourquoi, on va arriver à une réponse qui va être parce que on n'a pas de polyvalence, parce qu'on n'a pas de module de formation, parce qu'on n'a pas de plan d'intervention, parce que voilà, on a un document qui manque, une formation qui manque, un système, on a un trou dans la raquette dans notre système, et donc on a quelque chose qui n'est pas prévu. Et donc la cause racine, c'est il faut prévoir ce document, il faut prévoir ceci, il faut prévoir cela. Donc ce 5 pourquoi qui va nous permettre de toucher les causes racines et de chercher des solutions sur ces causes racines et non pas sur leurs effets. On valide ces causes racines par des tests pilotes donc on valide les causes racines par le 5 pourquoi et on va faire la revue de fin de phase avec toujours la revue avec le sponsor et accord du sponsor. Cette fois, on n'arrête pas le projet, hein, on continue, mais le sponsor peut dire « mais attendez, vous n'avez pas pris en compte tel facteur, j'aurais bien aimé que vous me le testiez » et donc voilà, on va faire ce qu'il nous demande et voilà, si on s'est bien préparé, on n'a pas de remarques particulières du sponsor et on continue à la phase suivante. Dans la phase innovée, dans laquelle on rentre avec les données de la phase analysée, mais XI avéré influent, je vais rechercher des solutions. À nouveau le brainstorming, qui est un outil utilisé un peu partout, hein, pas toujours très bien, mais on verra en formation des techniques pour bien animer un brainstorming. Donc on va classer les idées par un SISM ou par un diagramme d'affinité ou par d'autres méthodes d'ideal thinking, enfin rechercher des solutions par des méthodes d'ideal thinking ou méthodes Scamper qui sont des méthodes plutôt utilisées dans la publicité. On va utiliser aussi des outils du Lean, le Kaizen, le 5S, le Pokayoke. Donc on va chercher des solutions d'amélioration et des plans d'expérience à réaliser pour les niveaux Black Belt. Une fois qu'on a ces solutions, on va sélectionner celles qui nous semblent au groupe de travail les plus pertinentes. On va faire des tests pilotes sur machine et on va remettre à jour les cartographies, vérifier par des tests pilotes qu'on a été efficace, remettre à jour nos cartographies, voir si on est à l'attendu du client par rapport à ce que la charte nous demandait, et puis donc valider ces solutions et planifier le changement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens adhèrent, pour qu'on puisse déployer sans accroc les solutions qui ont été identifiées? On va avoir le plan d'action et on va avoir une échelle d'engagement pour évaluer le niveau de formation et d'accompagnement que l'on va devoir déployer dans la phase suivante. On prépare ce changement, on fait la revue de fin de phase avec le sponsor, on obtient son accord pour passer à la phase suivante. Et donc, ces solutions validées, on va écrire un nouveau standard, une nouvelle procédure, on va faire établir des matrices de polyvalence, polycompétence peut-être, donc on va déployer les solutions, on va mesurer à nouveau les performances de notre processus, photo et film, comme on l'a vu en phase de mesure. On va valider que nos solutions sont pérennes, on va démontrer statistiquement que nos solutions sont pérennes à l'aide de cartes de contrôle et de management visuel qui va être mis en place. On va valider par rapport à la charte projet que le score Z, enfin la capacité, le niveau dans l'arbre est suffisant par rapport à ce qui avait été demandé au début. On va regarder quels sont les gains financiers de notre projet et calculer éventuellement un retour sur investissement. Faire la revue de fin de phase avec notre sponsor, clôturer le projet, remettre les clés du processus à notre sponsor par ce document qui est le plan qualité processus ou le plan de contrôle, dans lequel on lui dit, voilà, un jour, tu vas te prendre les pieds dans le tapis, ton Y va de nouveau se dégrader. Ben, je te donne un document qui te dit quels sont les facteurs sur lesquels il faudra être vigilant et qu'il va falloir vérifier en premier. Et puis, ben, une fois qu'on a fait ça, on va faire comme dans Astérix, hein, on va célébrer. Une fois l'efficacité du projet démontrée, on va célébrer, on va féliciter l'équipe. Si le sponsor n'y pense pas, c'est bien que le chef de projet y pense. On va annoncer le prochain projet et par là, on va ancrer la culture du changement. On va donner à d'autres groupes l'envie d'aller dans des projets d'amélioration Lean Six Sigma. Et j'espère que j'aurai le plaisir de vous voir en formation pour développer un petit peu plus ces outils présentés rapidement.
Je profite de l'occasion de vous avoir en ligne pour vous parler de nos prochains événements, qui sont des sessions de formation Yellow, Green et Black Belt en ligne Six Sigma. Nous avons des formations en ligne qui vont démarrer le 30 septembre. On a des formations en présentiel à Toulouse à partir du 7 octobre, à Paris à partir du 4 novembre, à Lyon à partir du 2 décembre. Donc j'espère que je vous retrouverai tous très prochainement à l'occasion d'une de ces formations. Et maintenant, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Alors, déjà, merci Sylvie pour cette présentation. Et effectivement, oui, on a des questions. Donc on va commencer. Il y a déjà une question. Alors, dans la phase définir le projet, caractériser le problème, n'est-il pas juste nécessaire de définir le qui, quoi, où et combien? Le comment et le pourquoi devant plutôt intervenir en phase analyse et innover. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par l'acronyme QQO-QCP. Merci pour cette question. En fait, le C, c'est pas le comment, c'est pas comment le problème arrive, c'est comment est-ce qu'on le détecte, comment est-ce on a été au courant qu'il y avait un problème, par quel chenal, par quel moyen est-ce qu'on a été informé. Donc, Q, si on reprend l'acronyme, quoi, quel est l'indicateur sur lequel on va travailler, qui est impacté, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on le détecte, et pourquoi est-ce que c'est un projet important. Donc effectivement, le combien sera plutôt vu dans la phase de mesure, c'est là qu'on va quantifier, et comment on perturbe le processus sera vu en phase analysée. Merci pour ta réponse. Alors ensuite, j'ai une deuxième question. Alors, la démarche est-elle applicable dans sa totalité pour une gestion de problèmes dans le cadre d'incidents de production récurrents, aujourd'hui cadencés sur 10 jours dans notre structure? Alors, oui, à partir du moment où on a un problème récurrent, la méthode s'applique tout à fait. Il faut observer ce qui se passe et peut-être dans un premier temps avoir recours aux outils du Lean, c'est-à-dire chercher les gaspillages, où est-ce qu'il se passe, est-ce que c'est un problème d'organisation, est-ce que c'est un problème de mauvaise implantation des lieux où on doit intervenir. Sur des cadences, enfin moi j'ai travaillé 30 ans en industrie pharmaceutique, on avait des équipes qui travaillaient matin, après-midi, nuit, des équipes différentes le matin, l'après-midi et la nuit, on a fait des projets d'amélioration continue sans aucun problème, et il faut voir, peut-être avoir l'occasion d'avoir un opérateur par équipe pour pouvoir avoir les pratiques des différentes équipes. Et essayer, voilà, c'est là-dessus que je disais qu'il fallait prévoir le plan de communication, c'est-à-dire que si on ne peut pas avoir les gens tout le temps, toute la journée avec nous, il faut prévoir le plan de communication pour qu'ils soient au courant des avancées pendant qu'ils étaient dans leurs équipes. Voilà. Merci pour ta réponse. Alors ensuite, on a une autre question. Est-ce que l'on peut avoir un exemple d'un problème dans un service où cette démarche peut s'appliquer? Alors dans les services, en général, on a des problématiques en forme de délai. On ne respecte pas le délai du client, le délai demandé par le client. Et donc, dans du délai, quelle est, d'ailleurs dans nos formations, on a une étude de cas, on a 2 études de cas, une en industrie et une en service. Hein. Donc, je n'arrive pas à envoyer l'offre commerciale à temps au client. Quels sont les facteurs qui influencent le délai? Je vois que la plupart du temps, j'arrive à répondre, mais j'ai des petits délais, là, des petits dossiers qui traînent. Pourquoi? Quelles sont les causes qui font qu'on traîne sur ces délais, donc qui traînent sur ce processus. Donc, on aura peut-être plus recours à des outils Lean qu'à des outils Six Sigma, mais on validera les décisions avec du Six Sigma. Donc, tout ce qui a trait au délai, souvent, dans les services. Merci. Et ensuite, j'ai une autre question et j'ai l'impression que c'est la dernière, sauf si d'autres personnes en posent entre-temps. Et sur des projets plus lean, ne doit-on pas revoir et récolter l'AMDEC? Alors, l'AMDEC, si dans votre entreprise, l'AMDEC est un moyen de caractériser vos processus, il faut se baser sur l'AMDEC pour conduire votre projet. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est si l'AMDEC n'existe pas et qu'il faut la construire, parce que ça prend quand même du temps. Donc si vous faites une AMDEC pendant vos projets, vous allez prendre 1 mois à 2 mois peut-être de délai dans votre projet, ce qui est peut-être pas un luxe que vous pouvez vous offrir. Donc
l'AMDEC, si vous en avez une, vous allez la prendre, hein, mais rien ne vous empêche de la compléter avec un brainstorming pour vous assurer que toutes les étapes de défaillance possibles sont bien présentes avant d'aller exploiter l'AMDEC elle-même. Merci. Alors, je vois qu'on a une personne qui écrit. Alors, j'ai trouvé la démarche très axée Six Sigma. Un DMAIC plus lean a pour moi moins de mesures et plus de boucles d'amélioration post-phase I. Type ergonomie, réglage, amélioration des postes. Pour le sujet AMDEC, c'est l'amorce de capitalisation ou la langue. En fait, c'est juste une remarque. Ouais, il y a donc deux sujets différents. sur l'aspect lean et dans le Six Sigma, comme je l'ai dit, tout dépend. En fait, dans la phase de définition, on va réfléchir à la stratégie du projet. Est-ce que c'est un projet axé sur le taux de non-conformité, auquel cas on va avoir beaucoup recours à des outils statistiques pour qualifier ce qui se passe, ou est-ce que c'est un projet plus axé sur l'organisation, sur des pertes de temps ou des pertes d'informations à certains endroits, auquel cas, je vous rejoins, on va utiliser plus des outils Lean avec la recherche des gaspillages, hein, ce que je vous ai dit en phase de mesure, on va aller compléter nos observations avec ce qu'on aura mesuré sur le terrain. Donc on va aller regarder où sont les gaspillages, les fameux désastres, déplacements, stocks, attentes, surproduction, transport, rebut, étapes inutiles et sous-utilisation des compétences internes. Et on va voir si en organisation on n'a pas des choses à améliorer, mais en tout cas on va valider nos décisions par des outils statistiques, on va prouver statistiquement qu'on a vraiment amélioré quelque chose. Merci Sylvie pour cette clarification sur ce sujet. Je vois qu'on a une personne qui a posé une question. Donc, comment valider pour les analyses statistiques les données provenant des bases de données dans les services financiers par exemple? Et il ajoute en dessous, sachant qu'un problème de qualité des données est souvent un fait dans ce secteur. Ouais, c'est vrai. Eh bien là, il va falloir aller observer ce qui se passe. Comment est-ce que la donnée est collectée? Par quelle transaction? Je prends souvent l'exemple, beaucoup d'entreprises qui prennent les informations sous SAP. SAP est un très bon outil pour gérer ce qui se passe dans l'entreprise, mais quand on fait des extraits de SAP, on a une photo à un instant T. Donc si quelqu'un vous donne une photo à 8 heures et puis que quelqu'un extrait d'autres données à 14 heures, et ben, quand vous allez croiser tout ça, ça va vous donner les fameuses erreurs dont vous parlez. Donc le but de la phase de mesure va être de comprendre comment l'indicateur vous est communiqué. Donc dans les services financiers, il va falloir vous faire expliquer avec toute la pédagogie nécessaire et voilà, ne pas mettre les gens dans l'inconfort, hein. Je connais mon métier, tu vas pas me l'expliquer. Non, je veux juste que tu m'expliques comment est-ce que cet indicateur est calculé et comment ça se passe. Voilà. Donc, allez voir sur le terrain comment l'indicateur est réalisé, et ça, c'est valable que ce soit en finance ou n'importe où. Eh ben, merci beaucoup Sylvie. Je vois qu'il n'y a plus de questions et en plus on est près de midi, donc c'est bientôt la fin de la webconf, donc c'est très bien. Du coup, juste pour terminer, je voulais juste vous donner la prochaine date de la conférence sur le sujet donc démarche de transformation ligne digitale et agile qui aura lieu le 23 octobre. Et voilà, donc c'est la prochaine date. Il y en aura d'autres également pour novembre et décembre et on vous les communiquera donc plus tard. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Merci à toi, Sylvie, pour cette animation. C'était très clair. Tu as bien répondu aux questions, donc c'est très bien. Merci à tous pour vos questions, en tout cas. Voilà, écoutez, donc n'hésitez pas à nous contacter si entre-temps vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger, vous pouvez nous contacter sur notre site internet, on a un chat, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, merci beaucoup à tous et bon appétit. Merci, à bientôt.